Alors, je vais donner la parole à Maura, avec qui j'ai été en contact. D'abord, du temps où nous pensions encore pouvoir être à Galway et dernièrement. Alors, bonjour à Galway, à tous les délégués REMA en irlandais, puisqu'en Irlande, on appelle le gaélique l'irlandais. Donc, c'est à peu près tout ce que je sais dire en irlandais, dit Maura. J'espère que certains d'entre vous ont assisté à notre concert à l'heure du déjeuner. Et nous espérons, même si cette conférence et ce concert étaient virtuels, que ça vous a donné un petit de Galway. Donc, mon nom est Maura O'Croinan et je suis directrice du Galway Early Music Festival, le festival de musique ancienne de Galway. Donc, je vais être l'animatrice de cette conférence de l'après-midi qui portera donc sur la musique ancienne en Irlande. Et n'hésitez pas à utiliser le chat pour poser vos questions ou faire vos remarques. Alors, faire de la musique et programmer de la musique ancienne en Irlande a certaines spécificités. L'Irlande fait partie de l'Europe. Mais c'est une île qui est loin des côtes du continent européen. L'Irlande a une relation culturelle étroite avec son voisin le plus proche, le Royaume-Uni, mais également une relation faite de conflits politiques et culturels. Et ces deux choses ont eu un impact, ces deux éléments ont eu un impact sur l'histoire de la musique en Irlande et sur la façon de faire et de programmer de la musique ancienne, donc à la période moderne. Et nos intervenants parleront des forces, des faiblesses et des opportunités qui existent pour la musique ancienne en Irlande aujourd'hui. Alors, je vais présenter nos intervenants. Siobhan Armstrong, donc, qui est l'une des harpistes les plus connues en Europe, qui joue qui joue un répertoire antérieur à 1800 sur des instruments baroques qui sont des reconstructions d'instruments médiévaux du Moyen-Âge à l'époque baroque. Siobhan donc joue et enregistre de la musique de chambre, de la musique sacrée, de l'opéra, avec certains des chefs de musique ancienne les plus renommés, les plus respectés, avec des ensembles, des orchestres, des compagnies d'opéra en Europe, et collabore également avec des musiciens de musique traditionnelle en Irlande. Et en matière de musique irlandaise, elle se place, si vous voulez, à l'interconnexion entre l'historique et le traditionnel. Depuis 25 ans, elle explore ce répertoire négligé, les techniques de jeu, le style de la harpe celtique. Et c'est aussi le sujet de sa thèse. Elle est la fondatrice également de la Société historique de la harpe en Irlande. Elle nous parlera de son travail dans ce domaine. Mark Gilley, lui, est l'un des spécialistes des chorales et des chœurs, surtout, de l'Irlande qui soit le plus renommé au monde. Il a mené des ateliers et des masterclass pour les chœurs et les chefs de chœur en Irlande, au Royaume-Uni et en Europe. Il a fondé Resurgam en 2003 avec comme but d'établir Resurgam comme un chœur professionnel avec une approche de projet de tout premier plan. Il a été à la tête de ce chœur dans de nombreux concerts et de tournées et couvrant un répertoire très large. Il est né et a grandi à Hawke's Bay en Nouvelle-Zélande et il est venu en Irlande en 1992. Il a occupé des postes importants dans le pays. Il est organiste et directeur de la musique à Christ Church Cathedral à Dublin, également chef de chœur pour la chaîne et la radio irlandaise RTE. Et Vlad, est-ce qu'on a Vlad encore avec nous? Oui,
Je suis là. Bon, alors, on n'a toujours pas de vidéo, mais Volodymyr Vlad Smishkevich est ténor. Il s'est produit et enregistré avec des artistes et des chefs aussi variés que Sequentia, Theatre of Voices, Carlos Núñez, Esperion 21, The Harp Consort, Ars Nova Copenhagen, Ensemble Dialogos, Christophe Rousset, Peter Sellers et Andrew Lawrence King. Il a un doctorat de musique en performance vocale de l'Université de l'Indiana et en 2011, il est venu vivre en Irlande pour devenir le directeur du master en chant et chant rituel à l'université de Limerick en Irlande, où il enseigne depuis 2014. Et en 2015, il est entré dans le monde de la radiodiffusion, tout d'abord comme producteur et ensuite comme présentateur de la REMA Radio, qui était la web radio et la plateforme de podcast du REMA depuis sa création en 2018. Et ici, en Irlande, il est connu des auditeurs de radio sur RTE Lyric FM comme présentateur et également créateur d'émissions et comme présentateur notamment du programme de musique Vox Nostra hebdomadaire. Et avec la claveciniste Yonit Kosokse, il est cofondateur et co-directeur du Limerick Early Music Festival, le festival de musique ancienne de Limerick, et également de Hipster, qui est un acronyme pour Historically Informed Performance Series, donc série de performances historiquement informées. Alors, je vais commencer par ma première question. Pourquoi la musique ancienne? Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de votre parcours? D'abord, Marc, eh bien, je crois que c'était à Auckland, en Nouvelle-Zélande, que j'ai eu mon premier contact avec la musique ancienne. Alors, tous les organistes devaient jouer du clavecin. Et ça a été une sorte de révélation, vous savez, comme sur la route de Damas, parce que j'ai vraiment eu une révélation. Et par le biais du clavecin, j'ai également découvert la musique ancienne. On a également fait une tournée et on est tellement loin de tout, nous, les Kiwis, comme on s'appelle et comme on nous appelle en Nouvelle-Zélande. Et que ça m'a permis de découvrir le monde. Donc, ça a été mon premier contact avec la musique de cette période. Et ensuite, pour les chœurs, eh bien, dans les cathédrales, on entendait beaucoup de musique sacrée notamment. Et ça m'a vraiment mis en contact avec ce que peut faire la voix. Et ça aussi, ça a été des moments de révélation pour moi sur la voix. Eh bien, on peut peut-être passer à Vlad. Oui, merci beaucoup. Merci, Marc. Alors, eh bien, je crois que mon tout premier souvenir en matière de musique ancienne remonte assez loin. Je devais être au lycée, il y avait des disques, c'était des vinyles à l'époque, de madrigaux. Je me souviens de cela. Alors, on en reparlera sans doute, mais on ne sait jamais quelle sera votre porte d'entrée vers la musique ancienne. Il y a des musiciens modernes qui vont vous faire découvrir un répertoire et il y a aussi un style d'interprétation. Donc, je crois que c'était au lycée et j'ai eu la chance d'avoir des professeurs et ensuite
Donc, je crois que tout d'abord, c'était les disques de mes parents de New York Pro Musica qui jouaient des madrigaux et Narciso Yepes. Ensuite, aux États-Unis, j'ai eu un professeur de chant qui nous a mis en contact avec des ensembles européens de musique ancienne. Et j'ai découvert Schütz, Purcell, la chanson accompagnée du luth. On faisait beaucoup de Bach, de chants de troubadour. Donc, ça nous amène à la fin des années 90, où je suis revenue là où j'ai grandi, près de New York. Et eh bien, il y avait quelques ensembles bien établis là, avec des visites parfois de chefs européens. Et toutes ces opportunités, et bien, vers la fin des années 90 et au début des années 2000, ça m'a permis d'avoir un premier contact. Ensuite, eh bien, ça m'a permis d'aller en Europe aussi assez souvent pendant mon doctorat. Et je suis venue m'installer ici il y a 10 ans. Et donc, j'ai beaucoup enseigné, travaillé beaucoup dans la radio et le film. Et je crois que le- ça a été formidable. Je pense que le champ d'action pour les interprètes de musique ancienne est devenu plus vaste, mais il y a beaucoup de défis. Et Siobhan maintenant. Oui, bonjour Maura, bonjour à tous. Bien, je crois que la première fois où j'ai été exposée à la musique ancienne, c'était quand ma sœur, eh bien, euh, étudiait la musicologie à UCD, University College Dublin. Et je me souviens qu'elle étudiait Palestrina et je crois que ça a été mon premier contact et ma vie a complètement changé à ce moment-là. C'était une expérience incroyable. Je chante depuis que je suis enfant et je joue de la harpe aussi depuis toujours. Mais c'est vrai que je me souviens avoir chanté Parcel Gluck quand j'étais adolescente et ensuite je suis allée à Trinity College. J'ai chanté dans le chœur. Donc de Bach au madrigal, j'ai également dirigé ce chœur de Trinity et ça a été vraiment une expérience concrète. C'était autour du chant, hein. Je crois que je chantais également dans le chœur de RTE, qui est donc un petit peu l'équivalent de la BBC pour l'Irlande. Euh, donc, il s'est toujours agi de chanter. Ensuite, euh, et alors, j'étais une adolescente un peu particulière. J'adorais les monastères bénédictins, ça me fascinait. Euh, et euh, et chanter avec les moines, les chœurs de moines, c'était une expérience assez incroyable et vraiment qui a été un moment euh, très important. Et je me souviens quand Andrew Lawrence King est venu, en fait, à la fin des années 80, dans le festival de musique de Dublin, et, et il a joué avec une harpe italienne double corde. Et, et moi, je jouais de la harpe celtique moderne, c'est-à-dire celle qui a été créée avec des cordes en nylon à la fin du 19e siècle, contrairement à la harpe celtique originelle qui est avec des cordes métalliques. Et mais là, il y a un déclic qui s'est fait. Je me suis dit, tiens, voilà où est l'interface entre la musique que j'aime, ce que je sais faire, et les instruments qui sont les vrais instruments historiques. Et j'ai étudié avec lui à Brême, pardon, en Allemagne, et je suis allée ensuite en Australie, à Londres, et
j'ai été à la tête de l'organisation qui était en fait le prédécesseur du réseau de musique ancienne actuelle, le réseau qui chapeaute actuellement toute la musique ancienne en Irlande. Et j'ai alors compris que nous avions notre propre harpe, la harpe celtique, la harpe qui est l'emblème de l'Irlande. Et je jouais encore d'une harpe moderne du 19e siècle. Et c'est là que j'ai commencé vraiment à jouer de la harpe celtique. Et ma passion est devenue depuis cette époque de ressusciter ces instruments historiques. Ah, waouh, merci, merci beaucoup. Ben, je crois que c'est intéressant parce qu'on a, à travers vous trois, un éventail très vaste parce que Siobhan est irlandaise, mais a beaucoup voyagé pour étudier la harpe continentale. Et Vlad et Mark sont venus en Irlande pour y vivre et y travailler. Ça va nous donner, j'en suis sûre, des angles tout à fait intéressants sur ce thème. Ah, j'ai eu peur d'avoir coupé mon micro là un instant. Euh, on va peut-être pouvoir parler de notre public et des défis qui se posent à nous quand on veut essayer de développer ces publics. Et donc, j'ai parlé des conflits politiques et culturels avec notre voisin le plus proche, et le Royaume-Uni, et bien sûr du fait que nous sommes assez loin finalement des côtes du continent européen. Mais malgré tout, nous avons eu des contacts étroits depuis les missionnaires, les moines qui, eh bien, allaient et venaient entre l'Europe et l'Irlande. Et les Irlandais qui ont dû fuir l'Irlande pour aller, pour certains, combattre dans les armées du roi de France. Et il y a eu aussi une activité commerciale très forte entre l'Irlande et l'Europe. Mais pour euh, les programmateurs modernes d'aujourd'hui de musique ancienne en Irlande. Est-ce que vous pourriez nous partager avec nous votre vision concernant les défis qui se posent à nous pour essayer de créer des publics et d'élargir le public de la musique ancienne en Irlande? Vlad, est-ce que tu veux commencer? Oui, j'en serais très heureux. Mais ma perspective est sans doute un petit peu singulière parce que moi, je suis un programmateur assez récent comparé à mes collègues en Irlande qui sont à la tête de festival depuis 25 ans. Donc, je dirais que une partie des défis que moi j'ai rencontrés pour essayer d'élargir des publics, c'était d'essayer décider si on allait continuer à suivre une sorte de sagesse consacrée et acceptée, ou si on allait essayer de développer quelque chose de nouveau et d'un petit peu inattendu vis-à-vis des publics. Et donc, est-ce qu'on choisissait la sécurité dans notre programmation euh, et peut-être euh, et s'assurer qu'on allait avoir dans notre programmation ce qui plairait forcément à un public plus traditionnel et d'autres éléments pour un public un petit peu inattendu. Euh, je pense qu'en tant que festival assez récent, on a pu bénéficier de certaines portes ouvertes et certaines opportunités. On a développé un goût pour des publics un petit peu plus inattendus, peut-être moins évidents. Et moins évident, je veux dire par là que parfois, on se on comprend que les publics, vous pourrez les trouver dans des endroits où vous ne les auriez jamais cherchés. Euh, et il y a un public qui va découvrir la musique ancienne pour la première fois. Ça nous est arrivé quand
En mars, on a fait venir Rihanna Giddens et elle joue du bluegrass et des compositions plutôt contemporaines. Et donc, socialement, elle a une espèce elle représente une évidence. Également, banjo historique du 19e et du 20e siècle, mais ça n'est pas exactement ce qu'on attend en termes de musique ancienne. Mais cela dit, si on rassemble tout ça, eh bien, ça veut dire qu'il y a là une porte ouverte à un nouveau public. Et c'est un exemple de, euh, euh, de peut-être surmonter un défi reste toujours d'amener des publics plus larges euh, et je crois que c'est un aspect et euh, une autre façon de considérer justement comment relever les défis, c'est d'apprendre le plus possible de cette année que nous venons de vivre. Qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché. Ça nous a donné l'opportunité de faire d'autres choses et de réfléchir. Quel mélange peut-on opérer Nous avons dû nous adapter à la situation, mais également, grâce à la technologie, nous avons peut-être été en contact avec des publics eh bien, justement, cette technologie a fait sortir de là où ils se cachaient. Donc, faire les choses différemment. Et l'idée, c'est qu'il faut peut-être se mettre à parler à ceux à qui on ne parlait pas jusqu'alors, par le biais des réseaux sociaux, réfléchir à l'impact social, ce type de choses. Donc, voilà deux de mes réflexions là-dessus. Merci, Vlad. Je crois que tu as touché à plein de domaines tout à fait intéressants pour ce qui est du développement des publics. Et je voudrais demander à Siobhan, parce qu'on en parle beaucoup ensemble, le défi spécifiquement en Irlande. Alors, ça m'intéresse beaucoup d'entendre ce que Vlad a dit sur le fait que cet artiste de bluegrass a été intégré dans son festival. Parce que avec l'Irish Consort, par exemple, et avec mon propre groupe, j'essaie de, en fait, faire entrer clandestinement, si vous voulez, la musique face à un public qui n'est pas habitué. Moi, j'ai deux, si vous voulez, casquettes, celle de musique irlandaise et celle de musique ancienne. Et l'Irlande est un creuset particulièrement riche parce que les Tudors sont venus d'Angleterre pour la reconquête de l'Irlande. Et donc, vous avez une musique qui nous vient de cette influence, et vous avez la descendance des nouveaux Anglais, comme de nouvel anglais, parce que nous avions l'ancien anglais aussi. Donc on pourrait aller très très loin si on veut parler de toutes les influences qui se sont mêlées sur le territoire irlandais. Et ce nouvel anglais et cet ancien anglais qui se sont mêlés au gaélique, à l'irlandais. Et l'idée, c'est de mêler tout cela, parce que moi, je joue de la harpe moderne et je joue de la harpe celtique. Et c'est une opportunité de faire en sorte que des gens viennent au concert. Donc, par exemple, vous avez les amoureux de la musique ancienne qui viennent entendre la viole et le luth. Et vous avez d'autres personnes qui vont venir parce qu'ils sont des fans de eh bien, certains artistes qui ne sont pas du tout des artistes de musique ancienne. Et eh bien, ils vont venir chacun pour une moitié et ils vont être exposés à d'autres genres. Parce que si vous montrez le lien, en fait, combien tout cela est lié, est interconnecté, eh bien, vous avez des événements tout à fait intéressants qui vont pousser les gens à voir au-delà de leurs a priori. Il est aussi intéressant
de noter que ce n'est pas seulement au niveau du public, mais au niveau des artistes, il est important de rassembler des artistes de différents horizons. Historiquement, ce que nous voyons, c'est que les musiciens v vont parler de musique classique sans faire de distinction entre la musique romantique tout va être mis sous le même chapeau de musique classique. Euh, et Et par exemple, les joueurs de violon traditionnels irlandais vont euh, l- tenir leur violon d'une manière qui n'est pas très éloignée des interprètes de violon baroque. Donc il y a des interconnexions là, mais quand en fait les musiciens euh, euh, autochtones, si vous voulez, euh, eh bien, vont être surpris et ravis. Et de l'autre côté, les musiciens donc de musique classique euh, euh, qui n'ont pas l'habitude d'avoir des contacts avec la musique traditionnelle irlandaise, qui a une musicalité et un phrasé extraordinaire. Donc, c'est là où la musique traditionnelle et la musique classique peuvent se rejoindre. Je crois qu'il y a beaucoup à gagner à créer ces rencontres. Et pour ceux qui pourront assister au concert de ce soir de l'Irish Consort, j'ai Ronan Brown qui est et Malachi Robinson, qui sont deux musiciens que vous entendrez ce soir, sont très très différents, mais des musiciens exceptionnels l'un comme l'autre. Et je me disais, tiens, qu'est-ce qu'ils vont penser l'un de l'autre? Et euh, Et les 2 ont commencé à jouer et ils ont commencé à jouer et ils ont commencé à se regarder. Il y avait comme une espèce d'histoire d'amour qui s'écrivait là devant nous et cette rencontre pour moi, ce qui s'est passé à ce moment-là, pour moi, c'est vraiment ça la capacité qu'a la musique de rassembler, de créer des liens et dans mon propre travail, moi, je veux voir cette influence. Je veux que et si je regarde par exemple un manuscrit très ancien et je peux déchiffrer les points sur la page, c'est un manuscrit pour harpe celtique, mais je ne sais pas, par exemple, comment elle était jouée. Mais si je demande à Ronan Brown qui a écouté les tout premières archives que nous avons dans des années 1890, si j'écoute ce qu'il a à me dire, eh bien, je peux déduire de sa connaissance quelque chose que je vais pouvoir appliquer à mon jeu de harpe celtique. Et je crois que c'est dans cette fertilisation croisée qu'il y a énormément de richesse, en fait. Je suis pas sûre d'avoir répondu à ta question, cela dit. Je crois que ta question était complètement différente. Tu peux la reposer. Non, mais c'était super, donc c'était fascinant. Marc, je crois que tu t'occupes de musique chorale et en Irlande, on adore les voix, on adore les chœurs. Donc, ils chantent de la musique ancienne sans le savoir, un peu comme Monsieur Jourdain. Euh, Est-ce que c'est intéressant pour toi? Est-ce que ça fait une différence dans la manière dont tu vas aborder certains publics? Eh bien, merci. Je crois que tu as raison. On a tellement de chœurs en Irlande. Comme tu l'as dit, les gens adorent chanter ici. Et ils font de la musique ancienne sans le savoir. Euh, et j'adore ça. J'adore le fait qu'il n'y a pas besoin de l'appeler musique ancienne pour que ce soit de la musique ancienne. On a travaillé beaucoup sur des projets à l'ouest de l'Irlande et ce que je
trouve un peu étrange, c'est que c'est plus facile de développer des publics à l'ouest qu'à l'est, par exemple, même à Dublin. C'est peut-être un paradoxe, mais ou ça vous semblera un paradoxe, mais c'est plus facile de créer, d'élargir et de développer des publics à l'ouest de l'Irlande que à l'est. Dans les années 80, c'était un ghetto. Il y avait trois familles finalement qui étaient responsables de ce qu'était la musique ancienne en Irlande. Et c'était vraiment une activité de niche avec une sorte d'affiliation et à Dublin. Donc Dublin n'est pas un lieu facile pour développer les publics. Mais ce que nous avons fait en fait à l'Ouest, c'est eh bien travailler avec des communautés, essentiellement des petites communautés où il y a une vraie volonté de participer à quelque chose, de s'impliquer dans quelque chose et de sortir des sentiers battus. Et ça, pour moi, c'est vraiment intéressant. Pas l'idée que les gens vous disent dès le départ qu'ils veulent jouer Palestrina, mais ils ont un sens de la communauté très, très important. Il y a des associations, une vie communautaire. Et nous avons créé ces relations avec les chœurs locaux et nous avons organisé des ateliers et travaillant sur des répertoires particuliers. Et nous nous sommes produits ensuite ensemble. On a fait des choses pour eux, ils ont fait des choses pour nous. Et l'idée, c'était de faire des choses ensemble aussi. Et on a fait venir des musiciens pour participer aux ateliers et l'idée, c'était de chanter avec les instruments. Pour moi, c'était important ça, parce que très souvent, les instruments nous disent ce qu'il faut que nous fassions. Il suffit de les écouter. Et alors qu'un chanteur euh, euh, est ça leur montre tellement plus de regarder et d'écouter un musicien que ce que l'on pourrait leur dire lors d'une conférence ou en leur expliquant. Et l'autre chose que je trouve particulièrement enthousiasmante, c'est que il y a des endroits où je suis allée où il y a très très peu de musique qui est jouée en concert. Et quand vous allez quelque part et que vous jouez, pas seulement Monteverdi ou Schütz, mais de la musique classique pour la première fois, heu, c'est une révélation. Et je me souviens que nous avons, heu, je crois que c'était Schütz et et c'était dans un tout petit, village du County Clare et je c'était un festival un petit peu, je crois que c'est un festival où on pouvait aller pour essayer de trouver l'âme sœur, enfin bon, c'était heu et et on a, chanté et joué ce programme un peu ésotérique, hein, on pourrait presque dire, mais c'était pour certains la première fois qu'ils entendaient un trombone. Et quelqu'un m'a dit: «Mais j'avais aucune idée, que cet instrument existait, c'est extraordinaire». Cette première expérience d'un trombone, eh bien, c'était, donc, l Praetorius, au Sac-But, donc heu et on a eu un public énorme. Et ça a été une expérience qu'on a vécue dans pas mal d'endroits où nous sommes allés nous produire. Ce que j'essaie de vous dire, je crois, c'est que on commence par la communauté. On cherche un endroit où il y a des gens qui sont prêts à, bien, forger un lien avec nous et très vite, on se rend compte qu'ils ont envie de jouer, ils ont envie de chanter et ils vont venir aux événements et pour nous, ça a été vraiment une révélation. Je crois que ce serait beaucoup plus difficile à faire dans une grande métropole comme, Dublin. J'ai très peu d'ailleurs essayé de le faire à Dublin, mais dans l'ouest de l'Irlande, ça a été formidable. Bah, ça a l'air extraordinaire et j'imagine assez bien, comment, les gens ont réagi, heu, quand ils ont vu, certains instruments, pour la première fois. Heu, donc là, tu nous parlais de la sac-bout, mais, heu,
Alors, on veut vraiment développer des publics et des publics jeunes aussi. On voudrait attirer des jeunes pour qu'on n'ait pas des publics de plus en plus âgés qui risquent de disparaître, mais qu'on assure l'avenir. Je voulais aussi vous poser une question. Quid des opportunités pour les gens qui entendent quelque chose et qui trouvent ça intéressant de pouvoir aller plus loin en termes de possibilités d'éducation en matière de musique ancienne? Quelles sont les opportunités pour les jeunes musiciens d'étudier la musique ancienne et l'interprétation de la musique ancienne en Irlande? Siobhan? Oui, merci, Maura. Alors, c'est pas facile, pour moi de te répondre parce que je ne crois pas avoir construit ma carrière en Irlande. J'ai commencé en Allemagne, ensuite un peu à Londres. Je suis revenue en Irlande en 1997, mais j'ai passé entre une et 2 décennies à travailler à l'étranger avec les arts florissants et également, la musique, d'opéra de chambre à Londres et à Paris. Heu, donc je ne peux pas véritablement dire que moi j'ai appris, en Irlande. C'est assez amusant en fait parce que ma vie est binaire. Heu, hors d'Irlande, on me connaît comme, joueuse de harpe, baroque, triple, et en Irlande, on me connaît comme joueuse de, harpe celtique. Donc c'est assez, intriguant si on y pense. Mais je crois que ce qui est génial, c'est de voir que cela converge de plus en plus. J'ai eu, le plaisir il y a quelques semaines, et c'est le concert, de dimanche soir, Mark Tully, et heu, ces musiciens sont extraordinaires. Je vais pouvoir jouer avec 5 chanteurs, extraordinaires. Chut Shine, ces, musiciens, antérieurs à Bach que j'adore, et ça, c'est assez nouveau pour moi de pouvoir le faire en Irlande. Alors c'est peut-être, un effet positif, de la covid, c'est qu'on se retrouve contraint de, programmer uniquement des, musiciens qui, sont locaux, qui sont irlandais. Heu alors, c'est vrai que du temps de Bach, je ne suis pas sûre qu'il y ait eu beaucoup de harpe, en Allemagne, mais vous voyez, en tant que groupe, on peut essayer de susciter ces opportunités pour nous en Irlande, d'avoir plus d'opportunités dans notre pays. Mais ça n'a pas été mon expérience, mais j'espère heureusement que c'est en train de changer. Il faut créer ces opportunités parce que c'est encore un petit peu en germe. Vous savez, il y a une sorte de renaissance avec la redécouverte de la harpe en Irlande. Ça remonte aux années 70 avec Ronnie Yates, qui a été la première personne dans l'Irlande moderne à jouer la harpe celtique. Ça fait 20 ans que nous, on existe, et on commence à avoir les premiers interprètes professionnels qui passent par notre cursus, et je considère que c'est mon devoir de trouver des sources de financement pour faire en sorte qu'il puisse y avoir justement ces cursus et ces cours, donc en ce moment via Zoom, pour vraiment créer le lien avec, il y a Anne Heyman aux États-Unis, Andrew Lord King qui est basé maintenant en Estonie. Il y a tout cet écosystème et cette expertise autour de la harpe dans le monde entier, et j'aimerais faire le lien avec les opportunités qu'on va créer pour les musiciens en Irlande autour de la harpe. Donc voilà là où on se positionnerait pour l'heure. Merci Siobhan. Vlad, toi, tu as, un peu d'expérience dans l'enseignement supérieur, puisque tu as enseigné, donc tu peux peut-être nous en parler un petit peu, parler de l'éducation et des opportunités. Eh bien,
faire suite à ce que Siobhan a dit et elle a en fait évoqué pas mal de choses que je voulais évoquer et que j'ai vécu moi euh, en tant qu'enseignant et aussi dans le travail que nous faisons ici à Limerick et avec Hipster. Euh, Vous savez, l'état actuel de l'éducation en musique ancienne, si tant est qu'il y ait une telle chose en Irlande, c'est un petit peu un patchwork, hein. Euh, alors, notre pays a récemment eu la chance d'avoir un département d'études de la performance historiquement informée qui a été créé à la Royal Irish Academy of Music de Dublin. Il y a l'orchestre baroque irlandais, Irish Baroque Orchestra, qui a toute une tradition de contact avec le EUBO, l'orchestre baroque de l'Union européenne, et beaucoup des membres de l'orchestre en fait sont passés par les rangs de l'EUBO et ils ont vraiment toutes sortes de projets de sensibilisation, de projets pédagogiques pour justement augmenter la connaissance de la performance historiquement informée, essentiellement entre 1650 et 1800. Ce qui est vraiment le champ exploré par l'orchestre. Mais ça, ces points positifs sont aussi des révélateurs de ce qui n'existe pas. -dire les institutions que j'ai mentionnées à Dublin, bien qu'on soit un petit pays et que on peut traverser toute l'île en un jour, eh bien, il y a quand même toujours cette impression que ces opportunités en matière d'enseignement et d'apprentissage sont toutes centralisées ou beaucoup trop centralisées autour de Dublin et n'ont pas toujours lieu de la manière dont on souhaiterait qu'elles se fassent dans les autres villes ou les autres comtés ou provinces d'Irlande. Alors, c'est vrai il y a un cursus, c'est un master en chant rituel à l'université de Limerick, mais c'est vrai que ce cours n'a pas pour objectif spécifique de former des interprètes professionnels. C'est un cours qui mélange la performance, la musicologie, les études rituelles. Et ma collègue, Yonit Kovovske, qui enseigne également à l'université de Limerick le piano et le clavecin. Et il y a un seul clavecin dans à l'université de Limerick. Il n'y a pas de piano historique et donc il n'y a pas véritablement d'opportunité pour étudier ces instruments. Euh, et tout cela, en fait, est englobé dans le master d'études des instruments à cordes classiques. Et puis ensuite, il y a en fait, il faut regarder quel est le champ couvert historiquement et stylistiquement par ces opportunités. C'est généralement le baroque et le classique. En termes de baroque et classique et de pratique historiquement informée, pour ce qui est de la formation des interprètes, il y a pour l'instant aucune institution qui permet de se former. En termes de musique médiévale et renaissance, il n'y a absolument rien, et à l'exception de peut-être l'attention qui est donnée au plein chant. Et alors, bien sûr, il faut que je mentionne quand même le travail fait par Siobhan au sein de la Société historique de harpe d'Irlande. Euh, et, et donc, parce que cette harpe celtique, c'est notre instrument national et ça couvre plusieurs siècles. Il y a le festival de harpe ancienne l'été, il y a des cours. Des ateliers, il y a aussi d'excellents chœurs dans beaucoup d'universités irlandaises et j'ai des collègues qui enseignent la musique chorale. Ce qui se passe, c'est qu'il y a
beaucoup d'événements autour de la sensibilisation, de l'éducation, pendant les festivals et toute l'année. Alors c'est un travail vraiment important de terrain et qui permet d'exposer les jeunes à la musique ancienne au cours de leur scolarité, mais j'ai l'impression que si je peux me faire l'écho de la frustration de mes collègues, c'est qu'il y a un fossé en fait entre tout ce travail qui est fait pendant les festivals et l'opportunité qui serait donnée à ces personnes de devenir de véritables interprètes de musique ancienne sans cours dans l'enseignement supérieur, dans les universités. Eh bien, la grande majorité des musiciens irlandais, en fait, eh bien, vont finir, si tant est qu'ils aient été exposés à la pratique historiquement informée par leurs professeurs, vont finir par, eh bien, souvent quitter l'Irlande pour pouvoir se former ailleurs. Et parfois, ils ne reviennent jamais en Irlande. Alors, et ce que fait Marc dans les communautés, euh, c'est formidable. Mais c'est vrai que essentiellement, on a un problème qui est que on arrive on arrive à toucher des publics, mais si on arrive à vraiment capter l'attention des plus jeunes et à faire qu'ils soient intéressants, comment on fait pour pouvoir garder ces jeunes et continuer à susciter leur intérêt? On n'a pas beaucoup d'expérience, que ce soit dans l'enseignement primaire ou secondaire, avec des interprètes de musique ancienne dans un pays qui a pourtant des traditions musicales extrêmement fortes. Par exemple, la tradition eh bien, du groupe musical, elle est très très active et il y a de jeunes orchestres qui se forment avec plus ou moins de succès. Mais si vous avez une viole de gambe à votre festival et que vous avez un jeune qui tombe amoureux de la viole de gambe, eh bien, comment on va faire pour maintenir cet intérêt? Comment on fait pour qu'il puisse peut-être se faire prêter un instrument, avoir une formation après le lycée? Et, et alors, c'est vrai qu'on a de nouveaux cours qui sont venus maintenant à Dublin, mais je crois qu'en termes de recrutement et de visibilité, heu heu, alors il y a certains instruments de musique ancienne qui sont un petit peu, plus grand public, si je puis dire, et qui permettent d'avancer un petit peu sur justement ce recrutement et cette visibilité. Donc les instruments à cordes frottées qui sont dans l'orchestre, les flûtes. Pour cela, ça peut être un petit peu plus facile. Hem, hem Et pareil pour la voix, avec encore une fois, c'est avec un répertoire qui souvent reste proche du grand public. Mais on parle trop peu de sources et d'apprentissage spécifique sur les questions stylistiques. Et même pour ceux qui eh bien, jouent cette musique professionnellement, et j'ai plusieurs collègues qui, bien qu'ils se produisent régulièrement et jouent ce répertoire à un très haut niveau dans des contextes professionnels, eh bien, n'ont jamais reçu véritablement de formation sur l'ornementation, les sources, etc. Et ce serait formidable de pouvoir leur donner cette chance-là. Merci beaucoup, je crois que c'était très complet. J'allais demander à Marc, parce que je crois on a couvert un petit peu la question d'éducation, mais le Irish Baroque Orchestra, l'orchestre baroque irlandais, est un exemple tout à fait intéressant. Est-ce que tu peux nous revenir à la source, nous parler de ce Irish Baroque Orchestra? Comment est-ce qu'il est né? Comment il s'est développé? Oui, bien sûr. Eh bien, ça a commencé au mi-temps des années 90 à la cathédrale Christ Church. euh,
pour jouer lors d'événements quasi liturgiques. Euh, Alors, c'était pas évident d'obtenir le financement auprès du conseil culturel, hein. C'était pas évident, mais bon, ils ont fini par nous donner le financement. Tim Thurston a été un de nos avocats les plus éloquents et on a réussi à obtenir le financement. Et au début, on ne jouait pas sur des instruments historiques, on jouait sur des instruments modernes. Ça a été graduel comme changement. Et grâce à certains musiciens très expérimentés qui ont pu un petit peu mener le groupe. Donc, ça a été une période riche en créativité où on a vraiment un petit peu tâtonné et beaucoup de musiciens pour lesquels c'était la première fois qu'ils s'aventuraient dans la musique baroque. Ils venaient plutôt de la musique symphonique. Et je me rappelle de la première représentation du Messie de Handel. Et, et si on écoutait maintenant l'enregistrement, j'imagine que ça nous horrifierait, mais on venait en fait d'acquérir de nouveaux archers et une fois que ça a démarré, si vous voulez, le temps est venu d'essayer de se développer et de sortir des confins de la cathédrale. Et ensuite, eh bien, ça s'est développé de plus en plus. Et dès le début, nous avons essayé de trouver des places, de faire une place aux étudiants dans l'orchestre. Et Vlad en a parlé, mais l'un des problèmes, c'est que c'était ce qui se passait en termes d'éducation en musique dans l'enseignement supérieur. C'était le cas, et c'est encore le cas, que eh bien, certains professeurs et certains étudiants ne savaient pas qu'il y avait des opportunités pour cela. Tout cela était très peu familier, était même, leur semblait complètement étranger. Et ça, c'est un grand problème pour nous parce que si les professeurs n'ont pas même conscience de ces opportunités, et il faudrait au-delà de ça qu'ils puissent sentir l'enthousiasme de tel ou tel étudiant. Et à ce moment-là, si ce n'est pas le cas, tant que ce ne sera pas le cas, eh bien, ces étudiants qui sont très motivés sont obligés d'aller à l'étranger. Et alors, il faut s'en remettre à une sorte de heureux hasard qui fera que peut-être vous aurez cette opportunité. Et alors, dans la musique vocale, nous avons beaucoup de professeurs qui ont pour formation une formation de chanteur d'opéra. Et, euh, et, euh, et ça, c'est un peu absurde parce que si vous ne formez que de potentiels chanteurs d'opéra, vous formez des gens qui ne pourront pas faire carrière. On ne pourra pas trouver une carrière pour tous ces chanteurs d'opéra. Euh, et euh, L'idée, c'est qu'il faudrait les familiariser à d'autres choses, éduquer leur oreille, leur faire entendre des consortes. Euh, et si on montrait à nos jeunes chanteurs qu'il y a des possibilités d'emploi en Irlande, ce serait formidable. Mais pour ces opportunités, soit on ne leur donne pas, soit ils ne savent pas qu'elles existent. Et ça me brise le cœur vraiment euh, d'entendre parfois euh, des étudiants qui ont des voix extraordinaires, mais qui n'ont eu aucune formation et qui s'apprêtent à s'embarquer dans une carrière professionnelle. Donc, je crois qu'on est très, très en retard.
Je crois que la Royal Irish Academy essaie de lancer le mouvement. C'est très intéressant. Je voudrais dire que Alia de l'Irish Baroque Orchestra est avec nous et l'Irish Baroque Orchestra, l'orchestre baroque irlandais, est un membre nouveau venu du REMA. Euh, alors, le temps passe, mais je voulais parler des liens avec l'Europe. Alors, les festivals de musique ancienne, les programmateurs, les interprètes, quel type de lien pouvons-nous tisser via le REMA avec l'Europe pour justement aider l'éducation dans le domaine de l'éducation, des opportunités et d'un autre côté, qu'est-ce que nous pouvons offrir aux musiciens en Europe? Est-ce qu'il y a certaines choses que nous pouvons mettre en place pour qu'il y ait ce type d'échange? Et je crois que je vais demander à Vlad, parce que je crois qu'il sait de quoi je parle. Oui, merci. Alors, je ne veux pas trop parler et monopoliser la parole, parce que je suis sûre que beaucoup de nos préoccupations sont partagées et je crois que parler de tout cela peut nous aider à développer les étapes suivantes. Ce dont j'aimerais parler, c'est ce que nous essayons de développer dans ce domaine, dans cette région d'Irlande. Et ce qui nous intéresse aussi beaucoup, ce qui nous enthousiasme beaucoup, c'est le réseau irlandais de musique ancienne. Et Siobhan a très justement dit qu'il y avait déjà une organisation en Irlande qui présentait la musique ancienne et elle était à la tête de cette organisation dans les années 90 et bien qu'elle n'a pas été active pendant plusieurs années, différents festivals se sont passés le relais de l'EMOI, mais nous avons maintenant une sorte d'organisation fêtière et ça montre vraiment à quel point l'union fait la force en français dans le texte. L'idée, c'est qu'il faut nous unir avec tous nos collègues dans le pays. Et pour pouvoir faire tout ce que nous ne pouvons pas faire facilement tout seul, logistiquement ou financièrement. Et donc, le Conseil de la culture du gouvernement proposer des financements pour les organisations et en particulier des groupes d'organisations pour créer de nouvelles façons de renforcer les capacités. Donc nous, en fait, on s'est porté candidat. On était le premier de 3 festivals à le faire pour obtenir des financements pour la technologie et pour la formation, pour nous aider autant que possible pour les événements autour de la journée de la musique ancienne et aussi pour eh bien, des projets de sensibilisation, d'éducation. Et on a donc présenté notre candidature. On a appelé le réseau irlandais de musique ancienne et le festival de Limerick est un festival très jeune et on on voulait vraiment collaborer avec d'autres partenaires. Et, et il y a un lac qui est un endroit vraiment magnifique aux confins de Limerick, du comté de Clare. euh, euh, et nous avons donc décidé de fonder Hipster. Hipster, en fait, est un acronyme donc, qui signifie série de concerts et enseignement, éducation et recherche sur la performance historiquement informée. Euh, et nous participons à des conférences et
on espérait que le lien se ferait avec un festival et c'est ce qui s'est fait avec le festival de Limerick, mais ça a commencé d'abord avec nos amis de Galway. Je crois que nous avons commencé le partenariat avec Galway en présentant un concert de musique du Seicento pour vent et clavier. À partir de là, on a commencé à organiser des concerts avec des collègues qui étaient en visite. Donc, nous avons lancé Hipster en 2020, en pleine pandémie. Et, et donc, et notre espoir, c'est de pouvoir mettre tout ça en application lors du premier festival de musique ancienne de Limerick, qui devrait se tenir tous les ans autour de la journée de la musique ancienne, ce qui veut dire que c'est très proche de la fête de la Saint-Patrick. Donc l'idée, c'est de faire en sorte que les touristes restent à ce moment-là et et donc, l'idée, c'est eh bien, de convaincre des organisations partenaires et des institutions que c'est la voie aussi pour compléter l'offre en termes d'enseignement. Merci beaucoup. Alors, je pense à emerging. Depuis quelques années, j'essaie de faire en sorte que tous les gens qui s'intéressent à l'interprétation de la musique ancienne en Irlande, s'ils ont un ensemble ou si ils sont en train de se former, qu'ils soient conscients qu'il y a cette opportunité en Europe. Et il faut faire ces liens, il faut réaliser ces contacts. Est-ce que vous avez des idées pour eh bien, tirer parti de emerging et aussi faire en sorte que certains jeunes ensembles viennent faire en fait une partie de leur formation dans nos festivals. Alors peut-être que je peux apporter une petite précision. Je crois que c'est une très belle idée. Alors, juste un petit rappel sur Emerging. Emerging, ce n'est pas REMA. Alors, euh, beaucoup d'ensembles de Emerging sont devenus des membres du REMA, mais ce sont deux entités séparées. Est-ce que vous avez déjà parlé de ça à Pierre d'Ambronay, par exemple, la possibilité euh, de, euh, de créer un contact entre Emerging et certains festivals ou salles de concert irlandais et faire en sorte également que des ensembles irlandais viennent en Europe. Oui, je crois que le festival de Limerick a eu Palesano, qui était un ensemble qui était passé par Emerging. Hipster et le festival de Limerick s'intéressent beaucoup on a commencé Hipster avec ceci à l'esprit. L'idée, c'est qu'on allait pouvoir participer à Emerging en tant que lieu et destination. Le réseau irlandais de musique ancienne, ça pourrait être l'une de ses forces, voir comment le réseau dans son entier pourrait être impliqué, peut-être dans le projet Emerging. Alors, il faut en discuter, bien sûr, avec Emerging euh, eux-mêmes, mais vous savez, l'interface et l'interconnexion avec entre nos festivals peuvent susciter des opportunités pour ceux qui aimeraient venir en Irlande parce que leur projet eh bien, pourrait tout à fait trouver un écho à Sligo, Galway, Limerick.
qui travaillent autour de certains instruments ou de la harpe. Et alors, c'est vrai que, il y a encore, des passerelles à créer mais on aimerait être une destination pour nos collègues et pour les étudiants. Eh bien, je crois que j'ai passé en revue toutes les questions que je voulais vous poser. Je ne sais pas si, certains d'entre vous, voudraient ajouter quelque chose, Siobhan, Marc, ou est-ce que vous avez tout dit? La scène de la musique ancienne, se développe en Irlande lentement, mais elle est en pleine croissance. Combien de festivals avons-nous? 6 festivals, je crois. Alors, mais nous sommes un petit pays. Ils sont assez bien répartis et nous avons un certain nombre d'ensembles et de musiciens, ce qui est fantastique parce que, comme on l'a découvert dû aux restrictions de la Covid, on a pu quand même rassembler réunir des ensembles, irlandais, heu 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 et moi je suis venue, en Irlande, en 1975 ça c'est formidable de voir ça. Alors ce sont des points positifs, mais il y a encore beaucoup de défis à relever en termes d'éducation, d'opportunités, nous alors, il y a des gens comme, Marc avec Resurgam et la, Historical Society of Ireland. Il y a beaucoup de gens qui travaillent à tout cela, donc il y a vraiment des lueurs, heu heu s et avec l'aide du REMA, parce que je crois que c'est vraiment très important pour nous d'être en relation avec des organisations plus importantes pour continuer à progresser et continuer à développer nos publics et nos interprètes. Oui, Siobhan. J'aimerais te rendre hommage, Maura, pour ton travail depuis 25 ans, parce que tu as été une source d'inspiration pour moi, personnellement, pour la Historical Harp Society, la société historique de la harpe. Il y a eu et on est conscient, je crois que Marc sera d'accord avec moi, pour dire que tu as planté une graine il y a 25 ans. Et avec le festival euh, de Galway, et Vlad nous a dit qu'il a vu ce que tu faisais et ça l'a vraiment inspiré. Donc je crois que tu as été une source d'inspiration extraordinaire. Donc si on a des gens qui plantent des graines ça et là, et j'aimerais eh bien, fêter un très bon 20e anniversaire au festival de Galway. Bah, merci beaucoup, Siobhan. Et je crois que on n'a pas parlé de financement en Irlande et du soutien financier dont nous pouvons bénéficier d'organisations publiques. Le Arts Council d'Irlande est une source de financement et il y a également des collectivités territoriales qui nous soutiennent et, et dans le domaine de la culture, ce qui est très difficile, c'est le financement privé. Le mécénat, le sponsoring, c'est très difficile, mais il y a des gens qui excellent à cela. Ce n'est pas une tradition bien ancrée que de soutenir la culture. Merci beaucoup, Siobhan. Euh, et j'aimerais également remercier Music Network et le département euh, du patrimoine parce que nous avons en fait mis en place eh bien, une possibilité de prêt de harpe historique. Et en fait, via le Music Network et grâce au Arts Council, grâce à leur mécénat, on a pu prêter ces harpes historiques et on a maintenant un fonds de harpe historique qui est extraordinaire. Oui, il faut les remercier. Marc, est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Non? Bien. Eh bien, je crois, à moins qu'il y ait d'autres questions, je pense
on serait ravis de vous entendre, mais sinon, je crois qu'on a fini. It's strange. It's strange. I'm trying to speak well. It's strange. Ireland is not so developed. Et il est étrange que l'Irlande ne soit pas plus développée en matière de musique ancienne parce que l'Angleterre l'est. Oh là là! Alors, là, c'était... Alors, c'est un terrain miné. Je ne sais pas si je veux me risquer là-dedans. Alors, peut-être qu'il faut qu'on explique que l'Irlande n'a eu aucune autonomie dans les années 1920. Et nous sommes en fait devenus notre propre pays autonome et souverain que dans les années 40. Donc, nous sommes une très jeune nation. Nous sommes un pays très ancien. Nous avons parmi les plus anciens manuscrits en langue vernaculaire de toute l'Europe, mais nous avons souffert de la colonisation et de ses répercussions pendant tant de siècles, et cela impacte fortement notre positionnement par rapport à d'autres pays européens. Et je vais m'arrêter là parce que c'est un terrain très, très dangereux. La musique traditionnelle en Irlande a un impact très fort. Et en un sens, c'est un petit peu opposé à la musique ancienne. Cela veut dire qu'il est plus difficile, d'une certaine manière, de susciter un intérêt autour de la musique classique ou de la musique ancienne. Moi, je suis américaine, donc je peux le dire. Je m'intéresse à la musique ancienne depuis que je suis toute jeune en Californie. Je ne sais pas trop pourquoi d'ailleurs, mais bon, c'est un fait. Et je suis venue ici en Irlande et je me suis impliquée dans la musique ancienne. Et je me suis rendu compte un jour que autour de moi, tous ceux qui étaient impliqués dans la musique ancienne n'étaient pas irlandais. Et les publics irlandais n'avaient aucune, en fait, aucune connaissance préalable de la musique ancienne. Et quand ils ont identifié ils ont commencé à identifier la musique ancienne et ils se sont dit que c'était anglais et ils ont cru que c'était anglais et ils ont rejeté. Et on leur a dit, mais non, c'est pas anglais, c'est européen, c'est votre musique, c'est votre patrimoine aussi. Et ce que j'ai essayé de faire, c'est d'ouvrir cela à tous en disant c'est votre musique aussi. Et Siobhan, et c'est formidable la manière dont elle aborde tout cela parce qu'elle fait vraiment un travail de recherche extraordinaire pour prouver aux gens c'est votre musique, c'est votre patrimoine. Vous avez le droit de l'apprécier, de la jouer. Et c'est un lien. Et il y a un lien avec la musique traditionnelle. Et je vous dirais une autre chose, quand je suis venue et que j'ai organisé des concerts dans une église anglicane, eh bien, la population catholique n'était jamais venue dans cette église parce que leur évêque leur avait dit, vous n'avez pas le droit d'aller dans une église protestante. Donc, il y avait vraiment un fossé culturel qui malheureusement les divisait en matière de musique, en plus des divisions qui existaient déjà. Et alors c'est quelque chose qui disparaît et nous sommes maintenant à un point où les gens sont beaucoup plus ouverts. Mais si vous parlez de musique ancienne à n'importe qui en Irlande, ils vous regarderont en ne sachant pas de quoi vous parlez. La musique ancienne, c'est quoi ça? Et ce qui est très intéressant, et d'ailleurs, c'est venu dans un entretien l'autre jour. Quelqu'un dit, mais c'est quoi la musique ancienne? Bach et Handel, c'est pas de la musique ancienne. Et en fait, oui, c'est de la musique ancienne, mais pourquoi vous pensez que c'est pas de la musique ancienne? Parce que vous les connaissez, parce que vous les aimez? Donc, parce que c'est familier, ça peut pas être de la musique ancienne. Donc, il y a une ignorance vraiment tout autour de nous. Mais bon, on progresse. C'est assez différent en France.
C'est très développé en France. Même dans les petites villes, partout. Dans toute l'Europe, en fait, hein, parce que en Allemagne, en Italie, en Espagne, oui, ils se sentent un lien, une connexion avec cette histoire culturelle, alors qu'en Irlande, une grande partie euh, de notre île ne sent pas un lien du fait du processus de la colonisation. Donc, il faut complètement déconnecter ça du processus de la colonisation. Donc, on a encore du pain sur la planche. Oui, je comprends. Mais bon, il ne faut pas qu'on parle trop politique, hein. Mais oui, je n'avais pas compris, en fait. Je n'avais pas suffisamment pensé à tout cela. Well, Yeah, yeah. Ali? thank you. Yes, and we have another person who wants to speak. Yes, I'd like to, if I may. It's actually not a question as such. Est-ce so que could nous you- avons une autre intervention? Oui. D'abord, je voulais vous dire un grand merci parce que moi, je suis assez nouvelle venue en Irlande et c'est vrai que j'ai vécu depuis peu de temps. Je vis depuis peu de temps en Irlande et une grande partie a été en confinement. Et Vlad a absolument raison. C'est que je crois que le répertoire de l'Irish Baroque Orchestra est assez étroit. Mais ce qu'on a réussi à faire au cours des derniers mois, c'est peut-être un des bénéfices indirects ou des bons côtés de la pandémie, c'est que on a, avec l'Académie à Dublin, avec les orchestres de jeunes, on a réussi à travailler. Je pense qu'on va en voir les fruits au cours des toutes prochaines années. Donc, j'aimerais pouvoir vous en dire plus, mais en tout cas, je crois qu'on est au début d'une nouvelle conversation. Et c'est formidable d'entendre cela. Vlad, tu as levé la main, je crois. Je suis très heureux d'entendre ce que Ollie nous dit parce que j'avais même pas conscience qu'il y avait tant de choses sur le métier et en construction. L'Irish Baroque Orchestra fait partie du REMA et donc il va y avoir des interactions. Et je crois qu'il faut vraiment multiplier les interactions entre nous. Et depuis que je suis ici, depuis 10 ans, et les gens qui se rappellent des 20 dernières années, avant cela, mon prédécesseur était Tim Thurston à la radio, mon émission du samedi matin. Et il fait partie du groupe de gens qui ont vraiment jeté les bases de ce terrain qui est maintenant plus fertile. Et avant d'entendre de la musique ancienne, je me suis rendu compte que les publics aussi étaient sensibles à tout ce qui se passe autour et avant le concert. Et donc, j'ai leur retour un petit peu. Et ce qu'ils aiment beaucoup, c'est ce que Ollie vient de dire, c'est-à-dire tous ces programmes de sensibilisation, d'éducation, tout ce travail que font les ensembles et les orchestres. Et je ne peux pas dire à quel point, même si une émission hebdomadaire à la radio sur la musique ancienne, c'est formidable, mais tout le travail que font tous mes collègues pour vraiment apporter l'orchestre, faire venir l'orchestre dans toutes les communautés, c'est vraiment formidable. Et on peut maintenant mêler les concerts et les diffusions en direct en ligne, les diffusions en différé en ligne. Et nous avons la possibilité de toucher un public tellement large. Et
on peut vraiment couvrir un champ extrêmement large avec différents publics que nous pouvons toucher différemment. Et il faut aussi peut-être nous voir d'une manière plus optimiste comme un laboratoire où nous pouvons développer énormément de choses, parce que c'est vrai que nous sommes encore assez jeunes pour ce qui est de la musique ancienne et du développement de public autour de la musique ancienne en Irlande, mais je crois que nous pouvons jouer le rôle de laboratoire. Siobhan, tu as levé la main, je crois. Non, j'ai levé la main virtuelle. Je ne savais pas comment l'enlever. J'ai levé la main depuis très longtemps. C'est dans réaction, tu cliques dessus. Ah, merci Vlad. Bon, ben, on apprend toujours, tout le temps et tous les jours. Okay, I think we are coming up to the end of Alors, time. je crois qu'on n'a plus beaucoup de temps We've pretty much covered everything. et je crois qu'on a parlé de beaucoup de choses. On a presque tout couvert. Je voudrais remercier tout le monde, Especially our speakers, en particulier nos intervenants, Siobhan Armstrong, and I'd like to thank Rima for giving us Vlad the opportunity to have this Smichkovich et Mark Dooley. Merci beaucoup au REMA pour cette opportunité. Je voudrais rappeler à tous que le festival de Galway se poursuit tout le week-end. Nous avons un concert de l'Irish Consort dirigé par Siobhan Armstrong. Et nous allons avoir un répertoire qui va unir les frères ennemis, l'Angleterre et l'Irlande, et également la musique en Irlande à l'honneur dans le dernier CD de Siobhan. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci. Merci à Maura et merci à tous les intervenants pour encore une autre conférence tout à fait passionnante.